Chut, foutraque. Écoutez voir. LDPA LFDM. Ou, si vous préférez, le dernier podcast avant la fin du monde. C'est depuis son laboratoire marseillais que le professeur Relou annonça le premier qu'un astéroïde rebaptisé Guntar entrerait en collision avec la Terre le 30 décembre de cette année-là. À la veille de la catastrophe, lui vint l'idée géniale d'enregistrer quelques-unes des rares émissions encore diffusées à la radio. Pour lui, ces enregistrements deviendraient la preuve irréfutable de l'existence et de la présence des humains dans la grande histoire de l'univers. Voici ces enregistrements. Nous sommes le 29 décembre 2023. Il est pile 14h, professeur Didier Relou depuis la Terre. Enregistrement numéro 9, une émission sur les crimes, pendez-les haut et court. Tiens, ça c'est ce qui va t'arriver si la police elle sait que t'es pas sage, César, hein? Dans la collection des après-midi criminels, Jacques Paddle présente Pendez-les haut et court. Aujourd'hui, l'affaire Papy Bonbon. Bonjour, c'est Jacques Paddle et bienvenue dans Pendez-les haut et court. Et merci de continuer à nous écouter, même en cette veille de fin du monde. Alors aujourd'hui, on va se changer un peu les idées en écoutant une affaire qui vous a passionné à l'époque. Je pense bien sûr à l'affaire Papy Bonbon. Alors, sans plus attendre, repartons 2 semaines en arrière pour revivre ce drame qui a bouleversé la France entière. Bienvenue dans la Marne, dans la paisible petite commune de Trécon. Ici, il ne se passe jamais rien, et ce 11 décembre, il est 7h du matin, et pas un de ses 250 habitants ne peut se douter que Trécon va devenir le théâtre d'une affaire dramatique. Encore moins Rachid, un jeune facteur vacataire en insertion professionnelle qui, en démarrant sa tournée dans le village, ne sait pas encore qu'il va se retrouver au cœur de l'affaire Papy Bonbon, l'une des plus grandes affaires criminelles de ces dernières semaines. Papy Bonbon, c'est le surnom qu'on donne ici à Louis-Émile, un octogénaire sans histoire qui aime distribuer des bonbons aux enfants du village. Mais ce matin du 11 décembre, lorsque Rachid, le facteur, veut distribuer le courrier de Louis-Émile, Papy Bonbon ne répond pas et c'est la première fois que le vieil homme n'est pas au rendez-vous. Voici le témoignage que va livrer Rachid à la presse People régionale. Ah, tu vois, moi, à Trécon, quand je commence la tournée, je commence toujours par Papy Bonbon parce qu'on s'est mis d'accord tous les matins. Je lui ai dit, tu m'attends devant la maison. Comme ça, moi, j'ai pas à descendre de voiture et quand je passe, j'ai juste à lui balancer son courrier par la fenêtre. Mais là, il est presque 7h et M. Émile, il est pas devant chez lui. Et je peux pas balancer le courrier parce que j'ai une lettre recommandée pour lui et il doit la signer. Alors, moi, je suis vénère parce que ça m'oblige à aller frapper la porte et forcément, je perds du temps et le temps, c'est de la thune. Hein. En plus, moi, j'essaye de faire de la maille pour acheter une place dans un abri à Madaronne, rapport à la fin du monde, tu vois. Donc, je frappe la porte, mais personne y vient. Et ce vieux bâtard, il a pas d'interphone. Moi, comme je sais que c'est un vieux et que c'est sourd, je me mets à gueuler en donnant des grands coups de latte dans sa porte, histoire de le réveiller. Putain, il y a toujours personne, frère. Bon, y a pas moyen que je lâche l'affaire, hein, donc je m'adapte, tu vois. Je reprends le volant, je viens coller l'avant de la camionnette juste devant sa porte, et là, je me mets à klaxonner sans m'arrêter pendant peut-être 15-20 minutes maximum. Juste histoire de le réveiller en douceur, quoi. Mais y a personne. Là, je me dis, il a clamsé le bâtard. Je vois l'heure qu'il tourne. Et je stresse, tu vois, parce que la poste, il nous laisse plus le temps. C'est plus comme avant, quand on pouvait s'arrêter fumer un bédo ou teaser avec le client. Non, c'est fini ce temps-là, frère. Surtout depuis que la poste fait du service à domicile, on a plus le temps de faire des trucs gratuits. Tiens, imagine ce jour-là, je devais passer chez Madame Robert parce que sa fille, elle voulait savoir si elle prenait bien ses médicaments. Non mais sérieux, elle peut pas venir s'occuper de sa mère, cette pute. Et moi, je gagne quoi à faire ça? 2 balles? Alors moi j'ai dit attends, je vais développer mon bis, tu vois, et ça marche pas mal, hein. Ce jour-là je devais aller couper du bois chez Monsieur Pichon, refaire la couleur de Madame le Marchand, et je finissais en faisant le frottis de Madame Aubert. Juste avec ça je prends 300 balles, frère. Et ça c'était juste pour Trécon, en plus du courrier. Non franchement c'est un bon taf, facteur, hein, si tu sais te mettre bien. Malgré le bruit du klaxon, Louis-Émile ne répond toujours pas. Et à 2 semaines de la fin du monde, on comprend aisément que le facteur n'ait pas envie de perdre plus de temps que nécessaire. Dans la maison d'à côté, vit Yvette, la voisine de Louis-Émile, et qui, depuis la fenêtre de sa cuisine, ne perd pas une miette de la scène qui se déroule là, juste sous ses yeux vigilants. Écoutez plutôt son témoignage à un journaliste de France 3 Marne-la-Vallée. Ben moi, ce jour-là, si vous voulez, je surveillais le passage du facteur parce que j'avais oublié de prendre rendez-vous et j'avais peur de le manquer. Oui, parce que le petit Rachid, de temps en temps, il me rend des petits services, comme de me ramoner la cheminée, vous voyez. Et puis alors, comme il se donne du mal, quand même, moi, je lui donne un petit billet de 100. Et puis, c'est bien si ça peut lui éviter de voler. Enfin, bon, et alors, là, je le vois dans sa voiture en train de klaxonner comme un fou devant chez Papy Bonbon. Puis bon, on va pas se mentir, mais les gens comme Rachid, des fois, ils aiment bien faire un attentat. Mais attention, je dis ça, je suis pas raciste, hein, mon aide ménagère est marocaine. Enfin bon, je téléphone quand même aux gendarmes, et puis pour une fois, ils étaient pas loin, et en 2 minutes, ils étaient là.
Bon, alors après, quand j'ai vu comment ça a tourné, j'ai dit, ma petite Yvette, tu te feras pas ramoner aujourd'hui. Hein. Ben, ça, je peux vous dire qu'après coup, j'ai regretté de les avoir appelés. Mais bon, c'est fait, c'est comme ça, tant pis. Quand les gendarmes emmenés par l'adjudant Tatillon arrivent devant la maison de Louis-Émile, ils tombent nez à nez avec Rachid, le facteur, qui est toujours assis au volant de sa fourgonnette en train de klaxonner. Immédiatement, l'adjudant Tatillon voit rouge, car l'article R416-1 du Code de la route indique clairement que l'usage du klaxon et donc des signaux émis par celui-ci ne doivent pas se prolonger plus que nécessaire. Rachid reçoit logiquement la contravention d'usage de 150 €, mais alors que le facteur fait part aux gendarmes de son inquiétude concernant l'absence de Louis-Émile, l'adjudant Tatillon ne tarde pas à remarquer un défaut de feu de recul à l'arrière du véhicule. Immédiatement, il fait dresser une nouvelle contravention au facteur tout en demandant à l'un de ses hommes d'aller toquer à la porte de l'octogénaire. Voici ce que raconte le gendarme Régis, le premier gendarme à s'être présenté devant la porte de Papy Bonbon. Bon, faut dire qu'à ce moment-là, c'est moi qui suis le plus près de la porte, donc c'est normal que c'est moi qui arrive en premier pour toquer à la porte. Bon, alors, je toque 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et rien. Alors je dis, mince, y a personne ou quoi? Et puis là, je vois mon collègue, le gendarme Bottonnier, qui essaye de me parler en langage des signes. Et moi, je suis surpris parce que j'avais jamais remarqué qu'il était sourd. Mais non, en fait, ça va, il est pas sourd, c'est juste qu'il me faisait signe de retirer mes moufles pour toquer à la porte. Alors, c'est vrai que ça faisait plus de bruit quand je toquais à la porte, mais ça faisait plus mal à mes doigts aussi. Après environ 30 minutes de tentatives infructueuses, l'adjudant Tatillon décide de passer au plan B, en suivant à la lettre le protocole de recherche pour personnes disparues ou en passe de l'être, plan qui prévoit notamment la mise en place d'un périmètre de sécurité autour de la maison de Louis-Émile. Écoutons plutôt l'adjudant Tatillon nous expliquer pourquoi une telle décision. Alors déjà, en arrivant dans Trécon, j'ai senti que la pression augmentait sur mes épaulettes. On peut expliquer cela en partie à cause de la fin du monde qui est prévue 2 semaines plus tard. Et c'est vrai que de ce fait, les gens sont plus stressés qu'à l'habitude. Ceci dit, ça ne me tracasse pas outre mesure, puisque ayant été commandant d'une compagnie de CRS par le passé, les gens stressés, je connais bien. Donc on arrive, là tout se passe bien avec les villageois. Par contre, l'ambiance change du tout au tout quand je décide d'interpeller le dénommé Rachid, facteur de son état. Là oui, je sens que le lait peut déborder de la casserole à tout moment. En même temps, quand vous voyez un individu de type méditerranéen du Sud dans une camionnette en train de klaxonner devant le domicile d'une présumée victime, immédiatement vous pensez que cette personne tente de prévenir ses complices que la cavalerie est arrivée. Donc sans hésitation, on le menotte et on le met dans notre fourgon. La tension est donc montée d'un cran dans le village de Trécon. Déjà que la disparition de Papy Bonbon avait attiré le badaud, alors quid de la suite après l'interpellation de Rachid le facteur? D'autant que les gens à cette époque-là sont à l'affût de la moindre lettre, qui pourrait une dernière fois leur apporter des nouvelles de leurs proches avant la fin du monde. L'adjudant Tatillon va avoir fort à faire avec des habitants qui voient rouge. Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est la routine, car nous, on sait que quand un crime ou un accident se produit, les gens aiment venir voir ce qu'il se passe. Vous savez, les gens au groupe, c'est comme une meute de hyènes qui s'excite quand elle vient de renifler l'odeur du sang. Bref, en tout cas, quand des voisins commencent à s'approcher et à se regrouper, on se met en vigilance orange. Et puis, d'un seul coup, une vieille femme commence à réclamer son courrier de manière très agressive. Je comprends immédiatement qu'on a affaire à une meneuse qui, par ses revendications, va venir inciter d'autres personnes à venir se joindre à elle pour tenter de semer le chaos. Donc, quand je vois un petit groupe de 5 personnes se regrouper autour de la vieille femme pour réclamer aussi leur courrier, je tente d'établir un dialogue avec eux, en leur expliquant que je suis gendarme et pas facteur. Comme on pouvait s'y attendre, ils n'acceptent pas de dialoguer, et les esprits s'échauffent, et logiquement, avant que la situation dégénère, je fais tirer des grenades de désencerclement et des gaz lacrymogènes, on tase la vieille femme pour l'isoler du groupe, et on effectue quelques tirs de flashball pour sécuriser les collègues pendant son interpellation. À ce moment-là, évidemment, je demande le renfort de tous les effectifs disponibles sur le département. Malgré le mouvement d'humeur de quelques-uns, les gendarmes restent déterminés à retrouver Papy Bonbon. Cependant, les gendarmes doivent encore répondre à de nombreuses questions. Comment savoir si le vieil homme est encore en vie? Et si oui, dans quel état? Combien y a-t-il de malfaiteurs à l'intérieur de la maison? Et dans quelle pièce le retiennent-ils? Surtout quand tous les volets de la maison sont clos et qu'il est donc strictement impossible de savoir ce qu'il se passe à l'intérieur. Pour l'adjudant Tatillon, pas question d'attendre, chaque minute de perdu est une minute en moins, et si Rachid ne passe pas à table, il sait qu'il va devoir donner l'ordre de mener un assaut à l'aveugle.
Alors là, je confie au gendarme Bottoni l'interrogatoire de Rachid le facteur dans l'espoir qu'il nous balance des informations sur ses complices à l'intérieur. Bottoni est extrêmement compétent pour obtenir ces informations. Il commence doucement avec une série de coups de poing entrecoupés de baffes avant d'enchaîner par des coups de matraque sur toutes les articulations du corps. Et puis, comme d'habitude, il va utiliser son taser en visant les testicules du supposé coupable. Malgré cela, rien n'y fait. Rachid le facteur perd connaissance à plusieurs reprises, ce qui va l'empêcher de parler, soi-disant. Là, on comprend qu'on a affaire à un pro surentraîné et qu'il ne lâchera rien. Je n'ai donc pas d'autre choix que de faire donner l'assaut sur la maison. Ça y est, Tatillon a pris sa décision. Mais comment faire quand toutes les fenêtres sont inaccessibles? L'adjudant Tatillon va devoir prendre les ravisseurs par surprise. Et ça, il sait comment faire. Il envoie le gendarme Régis piéger la porte de la maison avec un explosif très puissant, le fameux C4. Bon, c'est vrai que j'ai été surpris qu'on me demande de placer des explosifs parce que je l'avais jamais fait. Mais comme je veux pas passer pour un dégonflé avec les collègues, je le dis pas. Et me voilà en train d'installer mes petits pains de C4 sur la porte. Je branche mes fils, tout ça, puis quand c'est fait, je vois que j'ai encore 2 gros pains de C4 dans mon sac. Alors je dis mince, moi j'ai pas envie de ramener ça avec moi parce que c'est dangereux ces trucs-là quand même. Alors je dis bon, il y en a un peu plus, je le mets quand même. Et puis après, je rejoins l'adjudant Tatillon pour qu'il puisse procéder à la mise à feu. Pour les mettre en sécurité, Tatillon fait reculer ses hommes à bonne distance, car pour lui, il n'est pas question de perdre des hommes parce qu'il aurait été négligent. C'est à lui que revient maintenant la lourde responsabilité de déclencher les explosifs. Alors vient le moment fatidique, celui où je dois appuyer sur le bouton. Et là, je peux vous dire que j'ai le cœur qui bat très très fort. Pendant que les explosifs étaient posés, ma hiérarchie a eu le temps de me prévenir que je n'aurais aucun renfort avant des jours. Donc je suis convaincu que l'assaut est la meilleure option. Je me concentre, je regarde une dernière fois mes hommes, je vois qu'ils sont tous prêts, le fusil d'assaut à la main, et je déclenche l'explosion. L'intensité de l'explosion va faire vibrer les murs de maisons pourtant distantes de plusieurs kilomètres. La puissance de l'explosion est telle qu'elle a littéralement pulvérisé la maison de Louis-Émile et il n'en reste plus rien. Et ce n'est pas tout puisque la maison d'Yvette, la voisine de Papy Bonbon, ainsi que celle d'une dizaine d'autres voisins, vont être intégralement soufflées par l'explosion. Dans Trécon, c'est la désolation. Les gendarmes aussi sont durement touchés et l'adjudant Tatillon ne comprend toujours pas la violence de cette déflagration qui devait juste faire sauter la porte de Papy Bonbon. On ne comprend pas parce que la quantité placée sur la porte ne justifie pas les dégâts qu'il y a eu dans toute la rue, jusqu'au moment où on se rend compte que la porte qui a été plastiquée n'était pas la bonne. C'était en fait la porte d'un petit bâtiment voisin de la maison de Papy Bonbon et qui servait de lieu de stockage de bouteilles de gaz aux gérants de café, épicerie, station-service, boulangerie, poste, salon de coiffure chez GG. Enfin, toujours est-il qu'après l'explosion, sur les 6 hommes qui sont avec moi, 4 sont au sol assez grièvement blessés. Heureusement, notre fourgon avec Rachid le facteur et la vieille meneuse venait de partir juste avant l'explosion. Donc, si vous voulez, avec les gendarmes Régis et Bottoni, on n'a pas le temps de pleurnicher. Et alors qu'on est en train de se redéployer, nous apercevons un homme qui se dirige vers nous en courant. Il hurle, il agite les bras et le gendarme Bottoni a juste le temps de saisir son arme et de lui tirer une balle dans chaque jambe pour le stopper net dans sa course. Après les vérifications d'usage, il s'avère que l'homme est en fait un père de famille qui habite à quelques kilomètres du village de Trécon. En apprenant que les gendarmes étaient dans le village, il a décidé de venir les trouver pour leur signaler la disparition de son fils, survenue 2 jours auparavant. Malheureusement pour lui, avec le chaos ambiant qui règne dans les villes et les campagnes à l'approche de la fin du monde, les services de police ou de gendarmerie sont très difficiles à joindre. C'est le gendarme Bottoni qui a la charge de recueillir le témoignage du père de famille. Je me retrouve face à un homme qui a l'air fatigué. Je commence par le mettre en confiance, ce qui n'est pas forcément évident après les balles que je lui ai mis dans la jambe. Alors juste de psychologie avec lui, et je lui présente des excuses à plusieurs reprises, et c'est comme ça que petit à petit j'arrive à établir un rapport de confiance. Et de ce fait, il commence à me dire que son fils a 10 ans, qu'il s'appelle Grégory, il me décrit les vêtements qu'il portait ce jour-là. Et c'est là que j'apprends que 4 autres garçons qui habitent dans les environs ont disparu ces derniers jours. Bon, sur ce, le père se remet à chialer, donc moi je le rassure. Et pour ça, je lui explique que énormément d'enfants ont disparu depuis l'annonce de la fin du monde et qu'on ne les a jamais revus depuis. Et la rebelote, il m'agrippe par le col en chialant, il me demande pourquoi on s'en est pris à son enfant, mais qu'est-ce que j'en sais, moi. Enfin bon, je tente quand même de le rassurer en lui expliquant que ce sont certainement des trafiquants d'enfants qui ont enlevé son fils
et que ces trafiquants ne lui en veulent pas à lui personnellement, et qu'ils veulent juste gagner de l'argent en vendant les organes du petit. Et là, le mec perd complètement la boule. Il commence à s'agiter violemment, alors j'enfonce mes doigts dans l'une de ses blessures à la jambe, et comme il continue d'hurler, je décide d'abréger sa souffrance en l'assommant avec la crosse de mon fusil d'assaut. C'était pas simple. Excusez-moi. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît. Les gendarmes avancent bien. Ils savent qu'en plus de Papy Bonbon, ils recherchent désormais 5 garçons, dont 4 dont ils ne savent rien. Reste à savoir si les 6 affaires sont bel et bien liées, et si oui, où les malfaiteurs retiennent-ils leurs otages. De nouvelles questions auxquelles doit répondre l'adjudant Tatillon. Bon, pour moi, il est presque évident que 6 disparitions en quelques jours sur le secteur du village de Trécon, ça ne peut pas être une coïncidence. Alors, j'ai besoin de faire le point, et pour ça, j'aime marcher. Ça m'aide à mieux réfléchir. Et c'est en marchant que j'aperçois dans un trou qui s'est formé suite à l'explosion un bout de mur en béton armé. Je comprends tout de suite qu'il s'agit d'un bunker enterré. Et pour moi, ça devient évident que tout le petit monde qu'on recherche est là-dedans. Il nous reste maintenant à trouver l'entrée de ce bunker. Le problème, c'est qu'avec l'explosion, il n'y a plus de maison. En effet, celle-ci s'est volatilisée. Et comment accéder à un bunker qui se trouve désormais enterré sous un énorme tas de débris divers et variés? C'était sans compter sur la solidarité des habitants du village qui décident spontanément, sous la menace des armes, de tous se mettre au travail pour déblayer les gravats et autres débris afin de permettre aux gendarmes de se frayer un chemin vers le bunker souterrain. Les gendarmes commencent à voir le bout du tunnel, à commencer par leur chef qui compte bien rattraper le temps perdu. Donc là, tout va très vite, puisqu'il nous faut seulement 12 heures de recherche pour comprendre qu'il n'y a aucun accès qui part des restes de la maison de Papy Bonbon vers le bunker. Et c'est là qu'un vieux villageois se rappelle que Yvette, la voisine de Papy Bonbon, avait un bunker datant de la Seconde Guerre mondiale juste sous sa maison et qu'elle en aurait fait une cave. Malheureusement, cette dame a disparu aussi pendant l'explosion. Donc voilà les habitants partis pour déblayer les gravats. Et au bout d'une demi-journée, nous parvenons enfin à atteindre un vieil escalier qui descend au fameux bunker. En regardant cet escalier, on se dit qu'en bas, il y a sûrement 5 enfants et un vieux monsieur qui attendent notre aide. Alors avec les gendarmes Régis et Bottoni, on se prépare. Et dans nos têtes, on sait déjà qu'on ne laissera aucune chance aux ravisseurs. Les gendarmes progressent difficilement dans l'obscurité, mais parviennent finalement à trouver la porte du bunker. Le gendarme Régis est stupéfait de ce qu'il va découvrir en bas. Alors, quand on parvient à descendre au milieu des débris, moi, personnellement, j'y croyais plus. Jusqu'au moment où, en dirigeant ma torche, j'aperçois la porte du bunker. Alors, là, franchement, quand je vois l'état du bunker et que je le compare à l'état des maisons au-dessus, je me dis que les nazis, ils étaient pas si bêtes que ça parce qu'ils savaient construire des trucs solides, quand même. Et les gendarmes ne sont pas encore au bout de leur surprise. D'ailleurs, l'adjudant Tatillon sait que la partie n'est pas encore gagnée. Face à un bunker, le protocole est très clair, on doit trouver le moyen d'entrer. Donc logiquement, je pense à plastiquer la porte, mais manque de chance, on n'a plus d'explosifs. Jusqu'au moment où on s'aperçoit que l'énorme porte en acier trempé est légèrement entrouverte. Bingo. Et puis on entend des pleurs d'enfants qui viennent de l'intérieur du bunker. Double bingo, on sait que les enfants sont là. Certes, les enfants sont là, mais quid des ravisseurs et de Papy Bonbon? Les gendarmes restent sur leur garde, car l'adjudant Tatillon suspecte que ce soit un piège. Bon, tout de suite, je comprends le piège qu'ils veulent nous tendre. Les ravisseurs attendent qu'on s'engouffre par la porte pour nous tirer comme des lapins. Donc là, je n'ai pas le choix. Je donne l'ordre au gendarme Régis, qui est positionné juste à côté de l'ouverture, de lancer dans l'entrebâillement de la porte une grenade aveuglante sur le sol du bunker avant qu'on ne pénètre en force. Le gendarme Régis obéit à son chef, passe son bras dans l'ouverture et fait rouler sur le sol du bunker une grenade aveuglante. L'adjudant Tatillon, il me donne l'ordre de lancer une grenade, alors je lance une grenade. Donc je la dégoupille, je la lance, et puis manque de chance, elle est pas du tout aveuglante. Mais aussi, c'est ça de faire les choses dans la précipitation alors qu'on est dans le noir, parce que du coup, sans le faire exprès, moi j'ai lancé une vraie grenade. Puis alors, fallait pas avoir peur, parce que elle avait à peine explosé que Bottoni était déjà à l'intérieur en train de canarder les gens, quoi. Depuis l'extérieur du bunker, le gendarme Régis et l'adjudant Tatillon attendent que le feu soit moins nourri, et lorsqu'ils ne perçoivent plus que des hurlements d'enfants, ils décident de pénétrer dans le bunker. À l'intérieur, on ne voit rien, l'air est irrespirable, et presque immédiatement, le gendarme Régis va marcher sur le bras d'un enfant. Sauf que ce bras
n'est plus du tout relié à un corps. Par chance, on remarque sur le bras une gourmette sur laquelle est inscrit le prénom Grégory. Bingo, on a déjà un bras du petit. Malgré l'euphorie, on reste sur nos gardes jusqu'au moment où le gendarme Régis va trébucher et chuter lourdement. En fait, il vient d'heurter le visage d'un enfant qui est inconscient sur le sol. Re-bingo, puisque après vérification, il manque un bras à cet enfant. Donc là, immédiatement, j'attrape le petit Grégory afin de l'extraire rapidement du bunker pour le ramener à son père, qui est soigné dans une ambulance. Alors certes, l'enfant n'est pas entier, mais il est en vie, et c'est bien là l'essentiel. À l'intérieur, toujours aucune trace du ou des ravisseurs qui sont peut-être parvenus à prendre la poudre d'escampette. Les gendarmes parviennent finalement à extirper des décombres les corps mutilés de 4 autres enfants. Dehors, les habitants qui se sont massés dans ce qui reste de la rue acclament et applaudissent les gendarmes. Oh bah là c'est compliqué d'expliquer ce qu'on ressent. Les gens qui nous applaudissent, qui nous acclament, qui nous embrassent, il y en a même qui nous offrent des fleurs. Là je peux vous dire qu'on sait pourquoi on a choisi de faire ce métier. Alors certes on n'a pas trouvé Papy Bonbon, on n'a pas encore attrapé les ravisseurs, mais on est très fiers d'avoir sauvé des vies. Et puis il y a un dicton qui dit quand vous sauvez un enfant, vous sauvez le monde. Alors 5 enfants, vous imaginez un peu. Pourtant, l'affaire ne s'arrête pas là, car à quelques centaines de mètres de là, un homme vient de venir se présenter spontanément aux gendarmes. L'homme dit qu'il s'appelle Louis-Émile et que c'est au café du village qu'on lui a dit que la gendarmerie le recherchait. Les gendarmes croient d'abord avoir affaire à un mauvais plaisantin, mais des habitants présents à ce moment-là vont pouvoir confirmer que cet homme est bien Papy Bonbon. Évidemment, on interroge Papy Bonbon et le vieil homme nous assure qu'il n'a jamais été kidnappé. Alors, selon ses dires, le vieux se serait levé tôt ce matin-là et il aurait décidé d'aller au pain avant le passage du facteur Rachid. Et un peu par hasard, il se serait retrouvé à boire quelques canons avec son copain Hubert chez GG, le café, épicerie, station-service, boulangerie, poste, salon de coiffure du village. Du coup, pour nous, c'est bingo, puisque finalement, on a retrouvé tout le monde, sauf les ravisseurs, bien entendu. Mais de ce côté-là aussi, l'enquête avance à grands pas, car au même moment, un autre habitant ramène dans une brouette la voisine de Papy Bonbon, Yvette, qu'il vient de retrouver en train de barboter dans sa fosse septique. Sceptique, les gendarmes le sont aussi. Ils décident d'interroger Yvette. C'est le gendarme Bottoni qui, le premier, va la prendre en charge avant son audition. Oh, la vieille est dans un état pas possible, elle pue à 100 mètres. Donc j'ai pas le choix. Si on veut l'interroger, je dois la passer au Karcher. Alors, je vous raconte pas le cinéma. Elle arrête pas de hurler, de m'insulter. Moi, je commence à être fatigué de tous ces cris. Je sens que ça bouillonne en moi. Et dès que son visage est bien propre, je lui mets une grosse droite dans la bouche. Peut-être 2, histoire qu'elle se taise. Et là, elle s'arrête immédiatement de crier. Et on comprend qu'elle essaye de dire qu'elle va tout avouer. L'adjudant approche, elle se met à tout déballer. On peut s'arrêter là, s'il vous plaît. Oh, c'est trop dur, je peux plus. Non, je peux plus. Alors elle explique avoir enlevé les garçons pour en faire ses petits boys ou ses petits esclaves si vous préférez. Elle dit qu'elle ne supportait pas l'idée de rester seule, enfermée dans son bunker à 4 mètres sous terre après la fin du monde. Et surtout sans les visites de Rachid le facteur. Et ça, c'est un élément intéressant, puisque cela me conforte dans mon idée que le dénommé Rachid était bien responsable de toute cette situation, et que la pauvre femme était manipulée, soumise, prête à tout par amour pour son petit fiancé de facteur. Alors j'ai du cœur, on a 2 semaines de la fin du monde, je décide de la laisser en liberté provisoirement, et j'embarque le cerveau de toute cette affaire, le dénommé Rachid le facteur. Les journalistes présents sur place vont recueillir le témoignage de Louis-Émile, et ce que l'on peut dire, c'est que Papy Bonbon n'est pas content. Oh mais qu'est-ce que je vais faire pour le jour de la fin du monde, moi? J'ai plus de maison, j'ai plus de meubles, j'ai plus rien, et j'ai pas d'abri, moi. Et puis j'ai pas de famille non plus, tout ça à cause de ma voisine. Non mais dans quel monde on vit quand même? Il suffit d'aller au pape et on nous fait exploser notre maison. On n'a plus rien, tous mes souvenirs, rien. J'ai même plus de bonbons à offrir aux gosses. C'était mon seul plaisir de les voir sourire, de les voir heureux, hein. Enfin bon, tant pis, c'est comme ça. Papy Bonbon est en colère et c'est vrai qu'il y a de quoi. Mais le vieil homme n'a pas tout perdu puisqu'il a gagné une amie. En effet, Yvette, sa voisine, lui a proposé de venir s'installer avec elle dans son bunker. Et c'est même lui, en bon bricoleur, qui va remettre leur abri en état. Tous les enfants ont survécu,
et même s'ils ne sont pas complets, au moins, ils sont vivants. Pour les gendarmes, le bilan est extraordinaire. Ils ont sauvé les enfants et arrêté le sûrement coupable. Avant de partir, les gendarmes remettent Rachid, le facteur, aux habitants du village assoiffés de vengeance. Immédiatement, ils vont le pendre haut et court, leur facteur. Et pour l'anecdote, la potence à laquelle il se balance toujours est faite avec le bois qu'il aurait dû couper ce jour-là chez Monsieur Pichon. Voilà mes amis, tout est bien qui finit bien, et je nous souhaite à toutes et à tous de connaître une fin aussi heureuse après le passage de cette maudite fin du monde. Pendez-les haut et court est à présent terminé, merci pour votre fidélité, je vous embrasse, c'était Jacques Paddle pour vous servir, au revoir. Salut, c'est Scrib, cet épisode de LDPA LFDM est terminé, merci beaucoup de l'avoir écouté. Si ça vous a plu, alors n'hésitez pas à liker, à mettre des étoiles, à partager ou à vous abonner parce que tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien ont une importance capitale pour les créateurs. Et pour les haters, pas de soucis, si vous avez été pris de tremblements, de convulsions ou de vomissements en écoutant cet épisode, sachez que vous serez pris en charge dans les plus brefs délais par le service après-vente des émotions qui vous aidera à gérer au mieux ce moment délicat de votre vie. Voilà, c'est tout, c'est simple non ? Allez, on se retrouve dans l'enregistrement suivant pour avancer tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur, vers la fin du monde.